Chaque année, le Festival d'astronomie de Fleurance est l'occasion de rassembler des scientifiques de tout horizon, ainsi que des passionnés d'astronomie et de sciences en général. Nous avons voulu en profiter pour faire le point avec eux sur notre place dans l'univers, en changeant peu à peu d'échelle spatiale, ainsi que d'apporter une réflexion sur les liens entre les arts et les sciences. C'est parti. La Terre, c'est une boule, 12 700 km de diamètre, qui est en volume. Au milieu, il y a 15% qu'on appelle le noyau en volume, ça fait 30% de la masse parce que c'est dense, mais c'est 15%. C'est du fer, dont la moitié supérieure est liquide. Ça n'intervient pas dans notre vie de tous les jours, à une exception près, c'est que ce fer liquide, comme il est liquide, il peut bouger très vite. Le fer, c'est conducteur de l'électricité. Et qu'un conducteur de l'électricité bouge très vite, dans un champ magnétique, le soleil par exemple, c'est le principe de l'UMO, ça fait un courant. Et ce courant va faire le champ magnétique de la Terre, qui fait que les oiseaux, les pigeons voyageurs se dirigent bien, que ça fait des aurores boréales, et ça piège une bonne partie des rayonnements cosmiques. Il y aurait sans doute plus de cancer s'il n'y avait pas de champ magnétique. Mais il ne faut pas dire que saturer la vie de champ magnétique qui s'inverse et s'annule à peu près en moyenne 2 à 3 fois par million d'années. La dernière fois qu'il l'a fait, c'est il y a 700 000 ans, il y avait déjà des homos, c'était Homo erectus ou je sais pas quoi, ça ne l'a pas empêché de vivre et d'évoluer. Mais donc le noyau responsable du champ magnétique. Au-dessus, il y a ce qui fait 85% du volume qu'on appelle le manteau. Et là, c'est pour simplifier du silicate de magnésium, je simplifie beaucoup. C'est du caillou, c'est solide. Beaucoup de gens pensent que l'intérieur de la Terre est liquide, c'est pas vrai, c'est solide. Chaud, déformable, mais solide. C'est déformable comme un fer à cheval, chauffeur rouge, on sort de la porte, il est solide, il a sa forme de fer à cheval. Si on tape dessus, ça l'amincit un peu. Et l'intérieur de la Terre est chaud, solide et déformable. Et par-dessus, il y a la surface qui est froide, je ne parle pas de l'eau et de l'atmosphère. Quand on est froid, c'est plus dense que quand on est chaud. Donc le froid, il a tendance à descendre, le chaud à remonter. Entre les deux, si ici ça descend et là ça monte, ben ça bouge. C'est la tectonique des plaques à dérive des continents. Donc tout ça, c'est fait grâce aux différences de température qu'il y a entre l'intérieur chaud et l'extérieur froid. Alors si on fait le calcul, la Terre était chaude il y a très longtemps, 4 milliards et demi d'années, elle devrait être complètement refroidie, donc elle ne devrait plus bouger. Si ça bouge encore, c'est qu'elle n'est pas complètement refroidie. Et si elle n'est pas complètement refroidie, c'est parce qu'il y a quelque chose qui chauffe à l'intérieur, c'est la radioactivité naturelle. S'il n'y avait pas de radioactivité naturelle, la Terre serait figée, c'est à peu près comme la Lune, morte. Dans sa Terre. Alors par-dessus, il y a l'océan. Beaucoup de gens pensent que l'océan c'est très important sur la Terre. Évidemment, c'est très important, c'est les 2/3 de la surface. Mais en masse, c'est 1 pour 1000 de la masse de la Terre. La Terre, c'est 1 pour 1000 d'eau, 999 pour 1000 de, on va dire, d'autres choses. Et alors cet océan est très important, etc. La vie est née, la majorité de la vie existe encore, hein, les algues, les planctons et tout ça. Et par-dessus l'océan, il y a l'atmosphère. Alors là, c'est même largement moins de 1 pour 1000, c'est 3 fois rien. Bon, c'est important parce qu'il y a pas mal de vie qui vit hors eau, nous en particulier. Enfin, il y a des vies qui vivent très bien dans l'eau. Hein. Il y a même des vies qui meurent sur les sols. Les poissons, quand on les pêche, si on les met pas dans l'eau, ils meurent. Et puis au-dessus, il y a la thermosphère, les machins, puis on arrive au vide. Voilà ce que c'est que la Terre. Par du fer au milieu, jusqu'au vide en haut, en passant par différentes couches. Alors, déjà, si on la voit tomber, enfin, ça dépend de ce qu'on voit, mais si on la voit traverser l'atmosphère, il lui reste encore des centaines de kilomètres à parcourir en règle générale. Donc, en règle générale, ceux qui la voient tomber, c'est pas ceux qui la voient arriver au sol. Et s'ils la voient arriver au sol, c'est vraiment instantané. Donc, en général, il y a quand même un léger découplage entre les deux. Par exemple, on peut prendre l'histoire de la météorite de Juvinas. Les gens l'ont vu passer. Ils ont dit ça a dû tomber là-bas derrière les collines, et après ils ont envoyé des gens pour se renseigner, et puis ils ont appris qu'effectivement il y avait une pierre qui était apparue au sol à cet endroit-là, donc ils ont reconstitué l'histoire. En général, si on la voit passer, on ne peut pas reconstituer comme ça juste à l'œil où elle est tombée, c'est trop difficile. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous on a installé un réseau de caméras pour surveiller le ciel, pour voir passer les objets. Puis une fois qu'on a un fragment de leur trajectoire,
que ça brille, ça s'allume dès que l'atmosphère devient suffisamment dense vers 100 km d'altitude, et puis ça s'éteint quand ça a été tellement ralenti que ça n'échauffe plus l'atmosphère autour. Bah, à ce moment-là, ça s'éteint vers à peu près 20 km d'altitude. Mais une fois qu'on a un bout de trajectoire, bah, il suffit de le prolonger. Hein, c'est une orbite, c'est une ellipse, donc on la prolonge vers l'arrière et on peut dire tout ça bien. Et puis on la prolonge vers l'avant et on dit bah ça a dû tomber à peu près là. Et après, il faut aller chercher. Donc c'est pas évident. Il y a énormément de découvertes qui se faisaient par hasard par le passé, parce que de toute façon les gens étaient beaucoup dehors. Maintenant ils le sont quand même beaucoup moins, donc bah, on va falloir aller chercher, et c'est pas forcément facile de trouver ces cailloux. Il faut savoir les reconnaître. Mais comme ça a traversé l'atmosphère, ça s'est échauffé en surface, donc ça a un aspect assez particulier, et donc c'est comme ça qu'on peut les reconnaître relativement facilement quand on a appris. Donc on peut aller les chercher et essayer de les retrouver. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans le système solaire, il y a tout un tas de petits corps. Hein. Ils peuvent entrer en collision les uns avec les autres, ou bien il y a des procédés qui font qu'il y en a qui se retrouvent dans des zones interdites, hein, dans ce qu'on appelle la ceinture des astéroïdes, là, qui sont des petits corps qui gravitent entre l'orbite de Mars et l'orbite de Jupiter. Il y a des zones interdites qui sont liées à la présence de Jupiter, qui a un effet gravitationnel important, et quand un corps se retrouve dans cette zone-là, poussé par exemple par la pression de radiation, et ben il va se retrouver éjecté à cause de Jupiter. Et donc il va aller soit vers l'extérieur, donc il peut être perdu, sortir du système solaire, ou vers l'intérieur. Et à ce moment-là, bah, s'il va vers l'intérieur, sa trajectoire peut croiser celle de la Terre. Et puis bah, voilà, si sa trajectoire croise celle de la Terre au moment où il arrive, bah, ça fait un objet qui traverse l'atmosphère et qui tombe au sol. Alors la Terre, évidemment, c'est la 3e planète de notre système solaire, hein, donc c'est une planète qui est à 150 millions de kilomètres du Soleil, qui est finalement pas trop loin, mais pas trop proche du Soleil pour avoir la température idéale pour être habitable, pour avoir de l'eau liquide à sa surface. Et cette planète Terre, finalement, bah voilà, elle est entourée, elle a ses 2 voisines, Vénus et la planète Mars, qui sont à peu près au plus proche à 50 millions de kilomètres hein, de la planète Terre. C'est ces 2 voisines, mais 2 voisines qui sont complètement différentes et qui ont eu finalement deux destins complètement différents. Donc on a effectivement la planète Mars qui est un peu plus loin, qui aujourd'hui a une température moyenne de moins 50 degrés et sur lequel voilà, il s'est passé énormément de choses, notamment avec un passé très aqueux avec de l'eau. Et puis Vénus qui elle par contre est invivable, hein, où il fait aujourd'hui quasiment 500 degrés à la surface, 90 bars de pression, et où assez récemment, il y a eu du volcanisme, et on pense qu'il y a peut-être encore du volcanisme présent à la surface de Vénus. Et ce qui est intéressant de se dire, c'est que finalement Vénus, la Terre et Mars ont vraiment eu une histoire commune très ressemblante. Les 500 premiers millions d'années de ces 3 planètes étaient très proches les unes des autres, et finalement elles ont eu une évolution divergente. La planète Mars, elle, la planète Terre a su se développer, a eu effectivement l'apparition de la vie qui a permis effectivement l'apparition de l'oxygène sur Terre et puis l'évolution de la vie. La planète Mars qui, elle, a eu une atmosphère très proche de celle de la planète Terre au début, mais qui finalement, du fait de la perte de son champ magnétique, a perdu son eau et donc du coup voilà, c'est complètement asséché. Et puis au contraire, Vénus qui elle a gardé son atmosphère et qui a eu un volcanisme de plus en plus intense et a créé une atmosphère complètement invivable. Et donc aujourd'hui voilà, on a 3 planètes qui au début se ressemblaient et qui ont complètement évolué différemment. Alors plus loin de la Terre effectivement, on a la planète Mercure, si on se rapproche encore du Soleil. Mercure, c'est un corps qui aujourd'hui qui va être de plus en plus étudié, puisque la mission Bepi-Colombo va arriver. Il y a eu la mission Messenger. C'est honnêtement pas une planète qui me transcende, mais c'est quand même voilà, un corps planétaire qui va finalement ressembler assez à la Lune, hein, où on va avoir une planète dénuée d'atmosphère, qui va être complètement cratérisée, où il va y avoir certainement quand même un peu de volcanisme. On le voit bien qu'il y a des processus intéressants, mais qu'il y a une histoire finalement assez simple par rapport aux 3 autres planètes telluriques. Donc voilà, là si on brosse ça, c'est les 4 planètes solides. Au-delà, évidemment, on va avoir cette ceinture d'astéroïdes
Alors cette ceinture d'astéroïdes, elle est intéressante parce que finalement, elle est le meilleur endroit pour aller voir la diversité des roches dans le système solaire. Au tout début de la formation du système solaire, il y a 4,5 milliards d'années, on sait qu'il y a eu un brassage de toute la matière qui a finalement ramené de la matière qui s'est formée proche et de la matière qui s'est formée très loin, et tout ça s'est retrouvé dans la ceinture d'astéroïdes. Et donc quand on étudie la ceinture d'astéroïdes, si on avait le moyen de rebondir d'un corps à un autre, on verrait finalement voilà, une grande diversité géologique qui nous donnerait des indices sur comment s'est formées les planètes proches et les corps lointains. Donc aujourd'hui, voilà, il y a de plus en plus de missions sur les astéroïdes parce que justement, ça nous raconte quand même beaucoup de choses sur notre histoire. Au-delà de la ceinture d'astéroïdes, on va évidemment retrouver le monde des planètes géantes. Alors Jupiter et Saturne, qui sont finalement les deux planètes géantes les plus étudiées, hein, qui ont été étudiées dès le début par les sondes voyageurs, qui ont évidemment découvert ces mondes assez incroyables. On est évidemment très intéressé par le côté planète géante, formation de l'atmosphère. C'est encore mystérieux hein, parce que finalement ces planètes géantes, si on prend le cas de Jupiter, c'est 150 000 km de diamètre et on ne sait même pas ce qui se passe à l'intérieur. On a peut-être un corps rocheux, un noyau rocheux aussi gros que la Terre. Donc finalement, on oublie qu'à l'intérieur, il y a un monde à la surface où il se passe quand même quelque chose, même s'il y a une atmosphère qui mesure près de 70 000 km de haut. Hein. Donc on a une planète dont on connaît, on étudie finalement la météo, le climat, voilà, les phénomènes météorologiques, mais on oublie vraiment l'intérieur. Ce qui intéresse vraiment finalement autour des planètes géantes, c'est quand même les satellites. Sur Jupiter, évidemment, on va avoir des mondes, que ce soit les quatre lunes principales, Io, Europe, Ganymède et Callisto, où Io est quand même quelque chose un monde incroyable, hein, un monde volcanique extrêmement actif. Finalement, il y a eu encore très peu d'observations sur Io, même si voilà, on a des images, etc. Mais c'est un corps qui mériterait d'être plus observé. Europe, finalement, c'est finalement la mission qui va être certainement étudiée dans les prochaines décennies, que ça soit sur Europe autour de Jupiter ou Encelade autour de Saturne. On sait que ces mondes glacés sont constitués d'une espèce de croûte glacée avec des cratères, de la déformation, des failles. Donc il y a vraiment du mouvement dans cette croûte glacée et on sait que surtout qu'en profondeur, il y a un océan d'eau liquide. Et donc ça va être le challenge certainement du 21e siècle. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe sous cette couche glacée. Donc il va y avoir de plus en plus de missions qui vont étudier la surface pour essayer d'avoir des indices sur ce qui se passe en dessous. Mais le rêve, évidemment, ça serait de pouvoir aller un jour se promener, aller forer en profondeur, quoi. Donc c'est vrai que voilà, Jupiter, Saturne, deux mondes qu'on commence à connaître assez bien puisque aussi bien avec la mission Galileo que Juno aujourd'hui étudie Jupiter, donc on a quand même de plus en plus d'observations. La planète Saturne, on a eu quand même la mission Cassini qui a fonctionné quand même pendant de nombreuses années et donc on a appris énormément de choses sur la planète Saturne, ses anneaux, la formation, tout ça, mais encore une fois les satellites sont quand même extrêmement importants et évidemment un point très important sur Titan, sur ce satellite de Titan qui a montré pas mal de choses avec la mission Huygens, puisqu'on est allé se poser à la surface de Huygens. On a découvert un monde glacé, mais avec une érosion, avec des glaciers, avec des rivières, des lacs. Donc tout ça, des lacs d'hydrocarbures, évidemment. Hein. Là, il fait moins 180 degrés sur Titan, donc on n'a plus d'eau liquide, mais on a un vrai système climatique lié au méthane, aux hydrocarbures. Et donc, il va y avoir une nouvelle mission, là, Dragonfly, qui va aller étudier et aller se poser aussi sur Titan. Donc on va avoir certainement de belles surprises et j'espère voir un beau panorama d'un bord de lac sur Titan. Et puis si on décolle encore plus, là on part un peu plus dans l'inconnu sur des planètes qu'on a finalement survolées qu'une fois, hein, Uranus, Neptune. Bon bah voilà, on a fait un flyby avec la mission Voyager 2, donc on voit à quoi ça ressemble, on voit que les satellites sont très diversifiés également. Une dédicace pour voilà, Triton sur Neptune, on sait que c'est un corps qui est aussi très actif, il y a certainement du cryovolcanisme, il y a plein de choses qui se passent. On a fait un flyby, donc ça mériterait une nouvelle mission à l'avenir. Et puis au-delà de Neptune, bah, on le sait, c'est encore un monde presque vierge. Hein. Certes, New Horizons a survolé la planète naine Pluton, Charon, son système. Donc ça a été quand même la grande surprise. Hein. Moi, franchement, j'étais le premier surpris en voyant les images de Pluton.
Je m'attendais à voir honnêtement un corps comme les satellites glacés d'Uranus-Neptune, cratérisés, où il ne s'est pas passé grand-chose. Et là, on arrive sur un monde complètement actif, avec des glaciers où il y a 0 cratère. On voit que c'est un monde en perpétuel changement, de la déformation tectonique, certainement des séismes, des cratères à certains endroits, des failles, etc. Donc on est à près de 6 milliards de kilomètres de la Terre, et finalement on arrive à un monde où il faudrait presque passer autant de temps que sur Mars pour vraiment comprendre l'histoire géologique de Pluton. Donc ça, c'est quand même assez incroyable de se dire que voilà, cette fameuse 9e planète qu'on a reclassée, alors bon, moi je suis tout à fait d'accord pour que Pluton reste dans les planètes naines et pas la remettre comme planète, mais ça montre que au-delà de Neptune, on a une ceinture d'objets, la ceinture de Kuiper, composée d'objets qui sont en soi chacun très intéressants à étudier. Donc là, on a survolé Pluton, mais on sait qu'il y a d'autres objets, des dizaines, des centaines de corps comme Eris, Makemake, etc., qui mériteraient qu'on aille faire un tour et voir ce qui s'y passe. Et ça, c'est voilà, c'est le début finalement. On a ouvert la porte, mais pour y aller, c'est quand même loin. On a vu aussi, on a eu une belle surprise avec donc la sonde New Horizons qui a continué son chemin après avoir Pluton et qui a survolé l'objet Arrokoth, qui a une espèce de cacahuète plate. Alors bon, bah voilà, là, malheureusement, c'est comme vous quand vous êtes en voiture, hein, vous voyez un beau paysage, vous passez devant, vous arrêtez pas, vous dites ah c'est beau, il y a peut-être des trucs, mais on n'en sait pas plus. Et effectivement, New Horizons est passé très vite. On voit qu'il y a des objets un peu particuliers quand même, hein. C'est l'objet le plus lointain qu'on a visité avec de l'imagerie, et donc ça montre la grande diversité des corps qui existent au-delà de Neptune, dans la ceinture de Kuiper, et puis au-delà, parce qu'évidemment tout ça est englobé par ce nuage de Oort, où il va y avoir forcément des surprises. Après, la grande question, on parle souvent de la planète, la 9e planète finalement, est-ce qu'il y a une autre planète au-delà? Certains scientifiques le pensent, hein, puisque voilà, il y a eu plusieurs observations qui ont été réalisées, notamment liées aux perturbations gravitationnelles sur Saturne, sur les satellites, les planètes géantes. Et donc certains ont essayé de s'amuser de donner une possible localisation de cette 9e planète. Pour l'instant, rien du tout, mais ça serait un gros challenge, parce que en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le système solaire est très grand en fait. En fait, on s'est souvent arrêté à Pluton, et en fait, le système solaire, c'est quasiment une année-lumière en fait. Et donc, on a encore finalement une toute petite idée de ce que c'est notre système solaire, et il y a certainement des choses qui se passent encore très lointain, et malheureusement, c'est très difficile à observer. Donc voilà, ça sera, le 21e siècle sera un peu ce siècle d'exploration. Autant on connaît bien notre environnement terrestre très proche, notre banlieue, autant l'environnement de notre Terre et notre système solaire, eh bien, on est loin encore de le connaître. Les étoiles sont des objets autogravitants qui n'existent que parce qu'il y a la gravitation, donc c'est un état stable dans le champ gravitationnel qui est le crânium. Mais ces étoiles appartiennent à des structures encore plus grandes qui se forment, mais on ne sait pas très bien qui se forme le premier, hein. Est-ce que c'est les amas d'étoiles ou est-ce que c'est les étoiles? Mais disons que les étoiles sont partie prenante d'un objet plus grand qui s'appelle une galaxie. Pour faire simple, hein, parce qu'il y a des amas globulaires, des choses comme ça, mais disons voilà. Et une galaxie, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'environ 100 milliards d'étoiles qui, pendant un temps assez important, est dans un état de stabilité relative. Alors une galaxie, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un objet qui est très très difficile à imaginer. C'est très facile à voir, hein, avec un petit télescope, un appareil photo, pof, on fait une photo. Et puis tout le monde a déjà vu une galaxie. Ça ressemble à une espèce d'araignée cosmique là, ou alors ça ressemble à un ballon de rugby. Ça ressemble pas à la tête à Mickey, hein, une galaxie, ça n'a pas des oreilles, etc. Tout le monde sait ce que c'est qu'une galaxie. Par contre, si on posait la question qu'est-ce que c'est vraiment qu'une galaxie, là, il y aurait moins de réponses. En fait, une galaxie, c'est un objet complètement fou. Dans une galaxie, il y a autant d'étoiles que de brins d'herbe dans un terrain de rugby. Il y a à peu près 100 milliards, dans un grand terrain de rugby, il y a à peu près 100 milliards de brins d'herbe. Dans une galaxie, il y a à peu près 100 milliards d'étoiles. La différence entre les deux, c'est pas le nombre d'objets, c'est la densité. Sur un terrain de rugby, il y a 100 milliards de brins d'herbe.
Et ces brins d'herbe, ils sont tous les uns à côté des autres. Si on prend un brin d'herbe ici, l'autre brin d'herbe il est juste à côté. Et c'est pour ça d'ailleurs que le terrain est vert. Parce que les brins d'herbe ils sont verts, mais derrière c'est marron la terre. D'accord ? La différence avec une galaxie, si on ramenait la taille d'une étoile à la taille d'un brin d'herbe, bah c'est le brin d'herbe d'à côté dans une galaxie, il est à 15 km. C'est-à-dire que c'est un objet qui est d'une vacuité absolument inimaginable. La densité d'une galaxie, c'est quelques atomes par centimètre cube. Là, dans un centimètre cube, il y a 10 puissance 23 particules qui composent le gaz qu'on respire. Et un gaz, c'est pas très lent, comparé à un solide ou un liquide. Donc 10 puissance un nombre d'Avogadro, donc un nombre très grand d'atomes ou de particules. Dans une galaxie, dans ce même volume, il y a un atome. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vide, c'est le plus grand vide qu'on puisse imaginer, qu'on ne pourra jamais créer. Et dans une galaxie, là j'ai dit un gaz c'est des atomes, là c'est une galaxie, c'est un gaz d'étoiles. C'est exactement le même modèle qu'un gaz, sauf que les particules, c'est pas des atomes, c'est des étoiles. Et l'interaction, c'est pas comme dans un gaz parfait des chocs ou des interactions électromagnétiques, c'est la gravitation. Et le fait que ce gaz d'étoiles soit composé d'étoiles en interaction gravitationnelle fait que la solution d'équilibre pour ce genre de truc, ben, il n'y en a que deux. Au bout d'une phase d'évolution qu'on décrit assez bien, au moins numériquement, c'est soit ça va se former, ces étoiles vont se rassembler dans un plan entouré d'un halo, on voit très mal pour assurer la stabilité de ce plan, soit dans un autre cas, ces étoiles vont se répartir dans une boule à 3 dimensions. Dans le cas où ces étoiles se répartissent dans un plan, les trajectoires des étoiles vont être des cercles qui vont se décaler les uns par rapport aux autres, et ça va former macroscopiquement une spirale. Donc toutes les galaxies qui ont cette propriété-là apparaissent avec des spirales. Là, j'ai créé un outil, si ça intéresse les gens, vous tapez galaxy.insta.fr, vous allez voir, vous allez pouvoir fabriquer des galaxies spirales sur le web. C'est très facile à comprendre, c'est des cercles qui sont des axes. Et si ces étoiles ne se remettent pas tous dans le même plan, eh bien les trajectoires des étoiles restent dans un plan, mais il y a autant de plans que d'étoiles, donc du coup ça fait un objet tridimensionnel. Et donc il n'y a que la gravitation qui est capable de faire ça, à cette échelle-là, dans le contexte de densité évoqué un petit peu plus haut. Donc c'est des objets tout à fait singuliers, qui nécessitent peu de choses pour se fabriquer et qui sont d'une très très grande stabilité, puisque en fait ils sont affectés par très peu de choses. Donc à l'échelle de temps de l'âge de l'univers actuel, c'est normal, et on a à peu près compris pourquoi il y a ce genre d'objets qu'on appelle des galaxies qui se forment et qui évoluent. Alors après il y a des amas de galaxies, c'est un peu la même chose, c'est encore plus grand, donc ça évolue encore plus lentement, etc. Mais disons qu'on a un schéma un peu très clair sur pourquoi il y a ce genre d'objets, pourquoi ils ont adopté cette forme et comment ils vont évoluer plus tard sur une échelle de temps faramineuse devant toutes les échelles de temps qu'on peut imaginer en physique. Dans notre galaxie, il y a plein d'objets. Donc on connaît les étoiles, on a parlé des planètes, la poussière qui va former ces étoiles-là. Eh bien, il y a aussi des objets qui sont bien plus massifs que les étoiles, mais bien plus petits. Et d'ailleurs, on les appelle les astres compacts. Et ça peut être des trous noirs, des étoiles à neutrons ou des naines blanches. Et les trous noirs, on connaît aujourd'hui des trous noirs qui font 30 fois la masse du Soleil, 30 fois, et qui sont par contre assez compacts, c'est-à-dire c'est des objets qui font quelques dizaines de kilomètres. C'est des objets assez petits en taille, parce que le Soleil, juste pour comparaison, c'est quand même 100 fois la taille de la Terre. La Terre, c'est déjà quand même 12 800 km de rayon. Donc là, on parle d'objets qui font quelques centaines de kilomètres, voire dire milliers, pour être vraiment très, très large, avec des masses qui sont 30 fois la masse du Soleil. Beaucoup plus massif, mais plus petit. Donc le Soleil, lui, va se transformer dans 5 milliards d'années en naine blanche. Ce qui va se passer, c'est que dans 5 milliards d'années, il n'y aura plus assez d'atomes qui pourront fusionner au cœur, donc il va s'effondrer sur lui-même,
jusqu'à ce que les électrons en fait l'empêchent de s'effondrer plus. Et quand il va être complètement effondré comme ça, il aura à peu près la taille de la Terre. Donc il va passer de 100 fois la taille de la Terre à la taille de la Terre. Donc c'est un effondrement d'un facteur 100 quand même, important. Donc c'est plus compact à l'intérieur, puisqu'on a enlevé quasiment tout le vide qu'il y avait dans l'atome en fait. Donc c'est très très compact. Ça c'est une naine blanche. Si vous avez une étoile plus massive que ça, typiquement 4 fois, 5 fois la masse du Soleil, ou plus, hein, mais au moins à partir de ce seuil-là, donc une étoile plus massive va s'effondrer sur elle-même. Il y a tellement de matière que les électrons n'arrivent plus à se retenir les uns contre les autres, et du coup, les électrons vont rentrer dans les protons, ça va faire des neutrons, et il va y avoir en fait un astre formé principalement de neutrons qui vont se balader comme ça. Ça, c'est une étoile à neutrons. Et donc là, c'est encore plus compact, puisque vous prenez quelque chose qui est plus grand que le Soleil, qui va se transformer en un corps qui fait en gros 10 km. 10 km, donc moi je suis parisien, donc en gros c'est Paris. Voilà. Donc toute la matière qu'il y avait dans cette étoile, qui fait 4 à 5 fois ou plus de fois la masse du Soleil, va se transformer dans une sphère de 10 km. Avec en gros beaucoup de matière qui provient de l'étoile et des neutrons qui sont libres et qui se baladent dedans. Et en plus, ça a un autre effet, cet effondrement, c'est que ça tourne beaucoup plus vite. Donc une étoile à neutrons va tourner vite sur elle-même, avec plein de matières qui ionisées, c'est-à-dire c'est des particules chargées qui vont faire un champ magnétique qui est très fort. Donc ça, c'est une étoile à neutrons. Et si vous avez une étoile plus massive, ou pas forcément, mais en tout cas de même ordre de masse, même ordre de grandeur de masse que les étoiles à neutrons, là, vous pouvez faire un effondrement qui est total, c'est-à-dire que les neutrons n'arriveront même pas à retenir cette masse qui est encore plus grande, et là vous formez un trou noir. Et ce trou noir-là a une propriété particulière, c'est que la lumière ne peut plus sortir du trou noir. Donc tout reste, la matière et la lumière restent bloqués dans le trou noir. Et par contre, au niveau des tailles, c'est à peu près pareil que les étoiles à neutrons, sauf qu'évidemment, il n'y a pas de surface matérielle. C'est-à-dire que vous pouvez passer, je ne le recommande pas, mais vous pouvez passer le doigt dans ce qu'on appelle l'horizon du trou noir, et du coup, votre doigt est dedans. Il ne pourra jamais en ressortir. Tout le reste qui n'est pas encore dans l'horizon peut en sortir. Par contre, ce qui est dedans ne peut plus sortir. Ad vitam aeternam. Alors, ce qu'on sait et ce qu'on observe, c'est que l'univers est d'autant plus structuré qu'on est à petite échelle. Par structuré, je veux dire des différences de densité locale de matière. Donc les galaxies, ce sont des grumeaux en fait dans l'espace. Les amas de galaxies, ce sont des amas de grumeaux. Il y a des super amas de galaxies qui sont des amas de galaxies qui se rassemblent, mais bon, ça reste quand même un amas de galaxies. Si on va à plus grande échelle, on voit disparaître petit à petit ces structures, c'est-à-dire que le contraste de densité diminue. Alors ça, c'est sur tout l'univers qu'on peut observer. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe dans l'univers qu'on ne peut pas observer? Tout simplement parce qu'en fait, la lumière n'a pas eu le temps de nous parvenir depuis le Big Bang. Ben ça, on ne sait pas. Ce qu'on suppose dans le modèle, c'est que probablement à ces très grandes échelles, l'univers est très homogène. Mais en fait, on n'en a pas la preuve. Il se pourrait très bien qu'on soit dans un morceau d'univers qui, lui, est uniforme à très grande échelle, et puis qu'au-delà, il se passe autre chose. Donc, on ne sait pas, et ça va être très difficile aussi de répondre à cette question. Comme on ne pourra jamais l'observer, l'hypothèse de simplicité, c'est de dire finalement, est-ce que c'est très important pour nous, puisque finalement, tout ce qu'on peut observer, c'est notre univers observable, et l'important, c'est de décrire cet univers observable. Alors le destin de l'univers est intimement lié au modèle qui nous permet de décrire l'évolution de l'univers aujourd'hui. Donc ce modèle aujourd'hui, qu'est-ce que l'on voit? Il dépend des constituants de l'univers. Les constituants, on peut les regrouper à peu près en 3 catégories. Il y a les atomes, c'est ceux qui forment les étoiles et les galaxies et tout ce que l'on peut voir autour de nous et les objets auxquels nous sommes habitués. Une deuxième grande catégorie, c'est la matière noire. On se rend compte effectivement par des observations qui portent sur les effets de la gravité que la matière ordinaire ne suffit pas à expliquer les effets gravitationnels que l'on voit dans l'univers. Il y a donc une grande quantité de matière qui n'est pas visible, à laquelle on donne le nom de matière noire.
en étudiant les propriétés d'expansion de l'univers, on s'est rendu compte que ces deux composantes ne suffisaient pas non plus et qu'il allait falloir faire intervenir une nouvelle catégorie qui n'était plus ni de la matière connue, ni même de la matière noire et qui n'était a priori pas de la matière tout court parce que son impact sur l'expansion de l'univers va à l'opposé de ce que l'on peut attendre de la matière. Cette nouvelle composante, on lui a donné le nom d'énergie noire. Un grand nombre de projets aujourd'hui se consacrent à essayer de comprendre la nature de cette énergie noire, dont pour le moment on ne peut donner que les effets, mais on ne connaît pas l'origine de cette énergie noire. Cependant, dans notre modèle de l'histoire de l'univers, on arrive à expliquer comment cette matière ordinaire, cette matière noire et cette énergie noire dominent à tour de rôle dans l'histoire de l'univers. La matière, au départ, était dominante avec le rayonnement, donc tout ce qui est ce bain de photons dans l'univers primordial. Comme l'univers primordial est extrêmement dense et chaud, il y avait une grande quantité de rayonnement dans l'univers primordial. Peu à peu, le rayonnement a perdu en intensité, la matière a pris le dessus. L'essentiel de l'histoire de l'univers est dominé par la présence de matière, mais depuis maintenant 6 milliards d'années, 6 ou 7 milliards d'années, on voit que cette matière se dilue sous l'effet de l'expansion de l'univers, donc on a déjà perdu le rayonnement, la matière se dilue et commence à prendre le dessus cette énergie noire qui, elle, a une densité constante avec l'expansion de l'univers. Et donc, comme la matière se dilue et que cette énergie noire garde une densité constante, c'est elle qui est en train de prendre le dessus. Si ce modèle-là est effectivement celui qui décrit notre univers, s'il n'y a pas d'ingrédients qui nous échappent encore et que l'on extrapole maintenant dans l'avenir, qu'est-ce qui va se passer? On a déjà perdu le rayonnement, la matière est en train de devenir en quantité infime en raison de l'expansion de l'univers. L'énergie noire, elle, est déjà dominante sur tout le reste, elle constitue 70% du bilan énergétique de l'univers, mais elle va même prendre le dessus de façon totale et sous l'effet de cette énergie noire, l'expansion de l'univers ne va que continuer à s'accélérer et donc l'avenir est un univers extrêmement dilué, très froid, et où seule l'énergie noire subsistera. Donc voilà, c'est un futur étonnant qui ne ressemble pas du tout à ce que l'on peut voir aujourd'hui dans l'univers. Il n'y aura plus dans un ciel nocturne aucune autre étoile ou galaxie, ce sera vraiment que le vide. Et c'est aujourd'hui ce qui correspond le plus à nos données et aux modèles que l'on utilise pour décrire l'ensemble de ces données. D'abord, oui, j'aime beaucoup la science-fiction. C'est vrai que j'ai lu de la science-fiction depuis j'ai à peu près 12 ou 13 ans. C'est un genre qui m'a passionné immédiatement parce que c'est un science-fiction, il y a des éléments de science dedans, pas toujours bien traités, mais il y a des éléments de science dedans, il y a des éléments de, qu'on appelle sense of wonder, comme on dit en anglais, de sens de l'émerveillement, de merveilleux. D'ailleurs, la science-fiction en français, c'est d'abord appelé le merveilleux scientifique. Et donc, c'est une littérature qui m'a tout de suite plu. J'avais un goût, ça déjà un goût assez affirmé, disons, pour les sciences. Alors, ce que je trouve intéressant dans la science-fiction, c'est que c'est pas un discours scientifique, justement. C'est une histoire. Donc, les gens en adhèrent ou pas, si l'histoire ne plaît pas, mais en tout cas, c'est une histoire, naturellement. Et on peut s'en servir de cette histoire comme prétexte. Elle n'est pas faite pour ça, mais on peut s'en servir de cette histoire ou de ce film comme prétexte pour parler des éléments de science qui sont présentés. Parce que dans la science-fiction, l'intérêt, c'est que la science est au cœur de l'intrigue. C'est pas un élément de décor. Les séries télévisées de ma jeunesse, il n'y avait pas de téléphone portable. Les séries télévisées maintenant, il y a des téléphones portables. C'est un élément de décor. Et il pourrait y avoir des éléments techniques qui sont à la source de l'intrigue. Par exemple, en science-fiction, vous faites un clonage humain, et ça se vend. Dans votre société, il y a des clonages humains, c'est autorisé, c'est objet de commerce. C'est quoi le monde dans lequel on vit? Donc ça pose des questions techniques. Au cœur de l'intrigue, il y a la possibilité, qui à l'époque où ça a été imaginé, n'était pas forcément réalisable en pratique, du clonage humain, et les conséquences sur les humains. Et cette combo-là que j'aime beaucoup dans la science-fiction, c'est la science est au cœur de l'intrigue, et on en envisage les conséquences, pas scientifiques, les conséquences humaines, les conséquences sociales, les conséquences politiques. Et donc, si la science-fiction m'intéresse beaucoup comme pour parler de science, c'est que ça permet de parler à la fois des éléments de science qui sont présentés, souvent mal présentés, même parfois faux, c'est pas très grave, d'en parler éventuellement, d'analyser leur qualité, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils sont faux, ça commence comme ça. Est-ce qu'on pourrait faire pareil? Même si ce qui est présenté n'est pas correct, est-ce qu'on pourrait faire pareil? Quel objet technique il faudrait mettre? Est-ce qu'on pourrait faire pareil? Et ensuite, parfois même mener une enquête, déterminer des informations sur le monde qui nous est présenté. Et de discuter des aspects sociaux, des conséquences sociales des productions scientifiques,
plutôt techniques dans la science-fiction, ce sont des objets techniques, c'est pas des théories scientifiques qui sont mises en avant, parfois si, mais pas toujours, c'est plutôt des objets techniques. Et donc ça permet d'allier ce que fait très bien la science-fiction, mais cette fois-ci dans un discours de vulgarisation, les aspects connaissances, pratiques scientifiques, parce que quand je fais une enquête pour déterminer la taille de l'étoile de la mort ou la puissance d'un sabre laser dans Star Wars, on met en place des rouages mentaux qui ressemblent exactement à ce que les scientifiques, les chercheurs font dans leur travail quotidien, très simplifié, et c'est sur un monde imaginaire, donc évidemment ça ne porte pas à conséquences autres que méthodologiques, et on apprend aussi, on voit aussi les conséquences éventuelles, on s'en de discuter des conséquences de ces objets techniques scientifiques sur les sociétés, donc du rapport science et humanité. Et donc c'est ça que j'apprécie beaucoup dans la science-fiction, en partant d'une œuvre de science-fiction, très connue de préférence, de sorte que le public la connaisse, que la public est vue au cinéma, typiquement les œuvres cinématographiques, qui en plus produisent des images. Plus souvent j'utilise du cinéma que des œuvres littéraires, parce que les œuvres littéraires, c'est du texte, il faut le lire, et il n'y a pas d'image à projeter. Et moins de gens lisent de la science-fiction que voient de la science-fiction, notamment chez les jeux. Et donc d'utiliser ces œuvres, en les prenant pour une réalité, dans l'hypothèse que c'est un monde réel, et en les travaillant pour discuter à la fois de la plausibilité des choses qui nous sont montrées, de comment on ferait si on pouvait le faire, d'enquêter, d'avoir des informations. L'astrophysicien, l'astrophysicienne qui observe le ciel, dont les collègues observent le ciel, essaie de tirer de l'information de lieux où il ne peut pas se rendre. Ce qui est exactement ce que je fais quand je détermine la puissance d'un sabre laser, qui n'existe pas en vrai, qui ne peut pas exister, et je ne peux pas me rendre dans le monde de Star Wars. Et donc, on a même une démarche qui se rapproche beaucoup de celle de l'astrophysique, et de discuter des relations entre science et société. Que la science-fiction fait merveilleusement, c'est la seule littérature qui fait ça, qui met la science au cœur de l'intrigue pour en envisager sérieusement les conséquences sur les humains. Il y a aussi de la sci-fi, hein, des boum-boum dans l'espace, et voilà, il y a un peu les cow-boys de l'espace aussi dans la science-fiction. Il y a toute cette part de la science-fiction qui me paraît la plus intéressante, finalement d'anticipation, de réflexion, de discussion, d'envisager les avenirs possibles, de constituer finalement un répertoire des futurs. Ça permet aussi de montrer, là, c'est pour prêcher même pour la science-fiction, au-delà de ce prétexte scientifique, la science-fiction construit un répertoire des futurs pour montrer que la phrase « there is no alternative », la fameuse phrase « c'est comme ça, le monde est comme ça, il ne peut pas être autrement », ben, c'est une phrase fausse. Il n'y a qu'à lire de la science-fiction. Le monde pourrait être autrement, et il y a bien d'autres façons de s'en rendre compte, bien sûr, les disciplines historiques, les disciplines littéraires, les sciences humaines nous montrent ça, et même les disciplines expérimentales, la physique, la chimie, la biologie, bien sûr, nous montrent toutes que le monde pourrait être tout à fait différent. Donc il n'y a pas de... le monde humain pourrait être aussi différent. Regarder la science-fiction, ce n'est qu'un répertoire, c'est pas ce qui se passera, c'est pas ce que l'on souhaite, parce que c'est souvent dystopique, hein, la science-fiction, mais ça permet de montrer que l'imaginaire est extrêmement important pour à la fois comprendre le monde, mais construire le monde. Voilà. Et donc il y a cette alliance de toutes ces choses que je trouve intéressantes dans la science-fiction, que j'ai finalement comprises au fil de la pratique, et qui me font utiliser la science-fiction à la fois par plaisir, mais par aussi intérêt, je dirais, pédagogique, culturel, scientifique, enfin, multitâche, quoi. Alors c'est une grosse question. Je me suis souvent interrogé sur les liens entre les deux. Comment se fait-il que je peux ressentir la même émotion en écoutant de la musique ou en regardant un ciel ou en regardant en Saturne au télescope? On a une émotion énorme. Même chose, même passion, même le sentiment d'être en accord avec mon humanité à moi, le côté positif de l'humanité, le côté bienfaisant. Il y a quelque chose comme ça, la découverte du monde, se sentir en harmonie. Alors, j'avais pas trop la réponse, et puis c'est un peu les étudiants qui me l'ont apporté, parce qu'ils partagent cette passion pour la musique. Quand on commence à faire de la musique avec un orchestre, les jeunes sont d'un dynamisme extraordinaire, ils ont une connaissance pour la musique extraordinaire. Donc j'avais décidé de me servir de ça. Cette passion pour la musique, et à travers ça, leur faire découvrir la passion pour les étoiles. On les met dans un état, le public par exemple, de vibration merveilleux, et une fois que la vibration est là, qu'on est tous dans l'émotion, on peut faire passer la beauté du monde, la beauté des sciences. Moi, c'est par là que j'essaye de faire passer. Vous voyez? Et c'est vraiment uniquement une image, une belle image peut vous passionner à la science. Et il y en a en ce moment des images magnifiques qui sont souvent très décortiquées, un peu trop explicitées. Mon père me disait souvent, quand tu racontes une image, Benoît, tu mets trop de texte.
Il faut en mettre moins. Par exemple, je prends une image, je vais mettre 4 lignes de texte pour expliquer une supernova. Mais c'est pas la peine, tu mets une ligne, et si les gens ont envie d'en savoir plus, ils iront chercher par eux-mêmes. Voilà, il faut laisser aussi le mystère et ne pas imposer, mais proposer ou partager. Proposer, c'est une chose, partager la passion, l'émotion, allons voir une éclipse ensemble et tu me diras si ça ne te passionne pas, c'est absolument magnifique. Ou la comète Neowise qu'on a vue ce mois-ci, il y avait des jours entre le 15 et le 20 juillet où elle était très émouvante. Quand on voit les représentations des comètes dans l'histoire de l'art, la Nativité, la basilique la tapisserie de Bayeux par exemple, on voit les comètes ont été décrétées à toutes les sauces, déclinées à toutes les sauces. Les rois mages, par exemple, la fameuse étoile des rois mages, c'est une comète, elle est représentée comme une comète. Et il y a toute cette émotion, une ancestralité, je trouve très forte, et l'émotion que je vois en regardant ça, c'est inoubliable. Et après, à un moment, on va vivre pour ça. Mais le pire de tout, c'est les éclipses totales de soleil.